Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Audrey, tu es adjointe à la maire de Paris chargée de l'agriculture, de l'alimentation durable et au circuit court de proximité, mais tu es surtout la candidate d'Île-de-France en commun, candidate à la région Île-de-France dans le cadre des régionales de 2021 qui auront lieu en juin normalement si tout va bien. Tu es soutenu le Parti Socialiste, Place Publique, le Parti Radical de Gauche, il y a des écologistes, je crois qu'il y a un mouvement écologiste qui te soutient, les écologistes solidaires. Allons enfants, on va revenir à tes idées, à ton programme, à ta vision que tu portes pour la région Île-de-France, mais d'abord, tu es une jeune élue, fraîchement entrée en politique. Tu as été longtemps... Ça commence très bien cette interview. Jeune élue, c'est bien. Oui, ça va très bien. Tu as longtemps été observatrice du débat public et politique lorsque tu étais journaliste. Quel regard est-ce que tu portes justement sur l'évolution de ce débat public, sur le débat politique? Est-ce que tu dirais qu'il est plus clivant aujourd'hui qu'hier? Quel est le constat que tu fais sur l'évolution de ce débat? Les polémiques, il y en a toujours eu. Le débat politique a toujours été clivé. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la démultiplication en fait de la puissance du clivage et le fait que tout se vale, tout soit au même niveau, toutes les indignations soient au même niveau, toutes les polémiques soient au même niveau, ce qui fait qu'on ne sait plus ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est seulement intéressant mais peut-être pas forcément important et urgent, et que finalement il y a des choses qui a priori ne sont pas si graves que ça. D'ailleurs, elles font la polémique pendant 2 jours et puis tout ça se délite. Semble avoir une importance incroyable, mais qui est complètement démesurée. Justement, ce week-end, sur la tension du débat public, du débat politique, tu as tweeté, et je te cite, « La responsabilité, c'est de ne pas aboyer avec tel ou tel camp. Ça n'est pas justement fustiger ou minimiser de réelles souffrances ou d'injustice. Tisser notre destin commun demande écoute, respect et patience. » Alors justement, tu répondais à la polémique qui a suscité l'intervention de Mélanie Luce sur les réunions non mixtes et tu dénonçais les attaques dont elle était la cible. Tu en appelles donc au respect. Comment comprendre justement ce déchaînement de violence, y compris à gauche, y compris chez tes soutiens d'ailleurs? Pourquoi ce sujet il a tant clivé, la question des réunions non mixtes? Il y a beaucoup de choses en même temps dans cet emballement, dans cet énervement, là aussi totalement disproportionné. On peut réaffirmer ces principes de façon très calme et très tranquille, sans invective, sans insulte, sans appel à la vindicte. On peut discuter, argumenter, réfléchir ensemble, sans se hurler à la figure les uns les autres et sans aboyer de part et d'autre d'un plateau télé par exemple. Et c'est ça justement par rapport à ta première question, la difficulté de notre époque. C'est que, comme je disais tout à l'heure, tout se vaut, qu'on ne fait plus attention à rien. La vérité intéresse de moins en moins en fait. Ce qui intéresse, c'est le bruit. Mais l'origine du bruit intéresse de moins en moins. Et c'est d'ailleurs le travail des journalistes que vous faites, j'espère tous très bien. Le travail des journalistes, c'est de faire en sorte justement de faire la distance, de mettre la distance entre la réalité du fait et le bruit qu'il provoque. Et sur cette situation, sur cette question de la non-mixité... Les groupes discriminés pour racisme, homophobie, sexisme, que ces groupes-là aient besoin parfois de se réunir ensemble pour s'exprimer librement? Ce que je comprends, ou du moins ce que j'entends, parce qu'il y a une différence entre comprendre et entendre. Ce que j'entends, c'est que des populations discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon en général aient besoin et envie et la nécessité de se retrouver pour évoquer ces discriminations dont elles sont l'objet, encore une fois, pour les mêmes raisons et globalement de la même façon, quel que soit le groupe en question. Là où j'ai un peu de mal, c'est avec l'interdiction. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 3 ans, on m'avait posé aussi la même question sur certaines réunions, festivals, etc. qui sont organisés comme ça. Et pas que celui-là, mais plusieurs. Et bon, je suis une féministe qui a toujours dit que, évidemment, les questions féministes sont portées d'abord par les femmes, mais qu'elles doivent s'entendre et se débattre aussi avec les hommes. Parce que quand même, ce qui serait bien, c'est que les hommes aussi soient féministes. Les questions liées au racisme doivent s'entendre et être portées d'abord par les victimes du racisme, mais être aussi ouvertes
à tous. Et c'est ce que revendique l'UNEF d'ailleurs. L'UNEF ne dit pas qu'il y a d'interdiction à rentrer dans les groupes de travail. Que ce soit l'UNEF, que ce soit d'autres qui pratiquent ce type de réunion, ce qui m'ennuie, c'est l'interdiction. Je préfère qu'on dise telle ou telle discussion réservée à, plutôt que interdite à. Mais il y a un faux procès du coup. C'est ce que tu dis là, si tu dis que effectivement ce qui pose problème c'est l'interdiction, il y a un faux procès qui a été fait à l'UNEF. L'UNEF n'interdit absolument pas l'ouverture de ces réunions non mixtes justement. Absolument, donc il n'y a pas d'interdiction. Après, l'UNEF, s'il s'agit de parler de ce syndicat, a eu des prises de position, a pris des décisions ces dernières années qui me laissent pour le moins pantoise. Mais je ne vais pas participer au procès en sorcellerie qui est fait à l'UNEF et singulièrement à Mélanie Luce, sa présidente, parce que je crois qu'il est important d'être soucieux de protéger aussi les personnes. Et que quand on s'en prend directement à Mélanie Luce, que je ne soutiens pas particulièrement dans ses prises de position en général, mais que je soutiens en tant qu'être humain et en tant que sœur, quand on s'en prend directement à Mélanie Luce, à cette jeune femme qui est jeune, qui est femme, qui prétend penser et défend des idées, tout ça, ça fait beaucoup de critères qui en font la cible de campagnes de haine sur les réseaux sociaux. Et bien, quand on s'attaque à sa personne, on s'attaque à un être humain, on ne s'attaque pas à une idée. Donc je préférerais qu'on discute des idées plutôt que de s'attaquer directement aux personnes. Il y a deux gauches irréconciliables sur ces sujets. On l'a bien vu sur les sujets comme la République, la question du racisme, la question de la laïcité aussi. On voit bien qu'il y a un clivage à gauche. On a entendu la maire de Paris, notamment d'ailleurs, taper sur les écologistes, ou en tout cas interroger la position des écologistes sur la question de la République. Là aussi, d'ailleurs, sur l'UNEF, elle a dénoncé des pratiques qui pouvaient être dangereuses. Il y a deux gauches irréconciliables là-dessus, tu penses? Non, parce que c'est pas où on est pour, où on est contre. Enfin, pour moi, je refuse cette lecture de la société où sur tous les sujets, il faudrait dire il y a le bien, il y a le mal, on est pour ou on est contre. C'est pas ça l'idée. Je pense que ce qu'Anne Hidalgo a défendu, et je le défends avec elle, ce sont les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, sororité, c'est-à-dire l'idée que la République est partout chez elle, dans tous les groupes de discussion, et que effectivement, on ne peut pas, enfin en tout cas c'est ce que je pense aussi, interdire une discussion à quelqu'un au motif de sa couleur de peau, de son genre ou de son orientation sexuelle. Dans le sens inverse, des groupes qui seraient interdits aux Noirs, qui seraient interdits aux LGBTQI+, nous choqueraient. Mais la petite nuance peut-être que j'apporte, c'est le fait qu'il faille aussi entendre cette demande de la part des populations discriminées. Je préfère parler de discrimination que de racisation. Je n'aime pas le terme de raciser, mais ça ne veut pas dire pour autant que je dénie les vraies difficultés, les vraies inégalités, les vraies discriminations dont sont l'objet des personnes qui ont une couleur de peau différente de la couleur de peau dominante dans ce pays. Revenons sur la campagne des régionales. D'abord, un petit bruit court sur le possible report des élections régionales. Toi, tu penses qu'il faut les maintenir, ces élections? Je pense qu'il faut s'en tenir à l'avis des scientifiques. Et c'est peut-être une erreur qui a été commise par notre gouvernement et par notre chef de l'État, s'il en a commis une, c'est peut-être n'avoir pas assez écouté les scientifiques quand ils disaient à la mi-janvier, à la fin janvier, il faut des mesures strictes au moins le temps du mois de février pour casser la dynamique. Beaucoup de conseillers de l'Élysée se sont vantés à ce moment-là que le politique avait repris le pas sur le scientifique. En tant que militante écologiste, je défends le travail des scientifiques et j'encourage de façon très vigoureuse les dirigeants politiques à écouter les scientifiques. On ne les a pas assez écoutés depuis presque 50 ans sur les questions liées au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. On ne les écoute pas assez aujourd'hui concernant la crise sanitaire. Il y a un rapport qui doit être rendu par le conseil scientifique d'ici une dizaine de jours avec des préconisations. Appuyons-nous sur ce rapport pour décider ensemble. La décision, elle ne peut pas venir d'un seul homme, elle ne peut pas venir d'un petit groupe de personnes dont on ne sait pas qui sont ces personnes qui composent un conseil de défense d'une plutôt grande opacité depuis le début. Elle doit se faire en concertation, cette décision. Profondément, je pense que la démocratie doit continuer de fonctionner, que les élections doivent avoir lieu. Et elles doivent avoir lieu
en temps et en heure prévus. Mais si la situation sanitaire ne le permet pas, eh bien, il faudra reporter les élections. Ce n'est pas mon souhait, évidemment, mais je demande juste qu'on soit un peu plus dans la concertation et qu'on mette un peu plus de démocratie sanitaire dans ce débat, qu'on ne soit pas juste en train de parler, de répondre de façon immédiate, désordonnée et contradictoire à une situation de crise qui évolue en permanence, mais qu'on prenne le temps de la concertation, de l'écoute des conseils et du conseil scientifique et de la décision collective. Comment on fait campagne en période de crise sanitaire avec les restrictions en plus qui viennent de nous tomber dessus en Île-de-France, sans meeting, sans porte-à-porte? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? On s'adapte en permanence. Alors des meetings, depuis le début, j'ai compris qu'on n'en ferait pas beaucoup. On utilise beaucoup évidemment tout ce qui les outils numériques. On a une plateforme numérique qui est une plateforme participative et qui est un outil de démocratie participative très puissant, parce que je veux placer ma présidence de région sous le signe de la démocratie participative qui vient s'ajouter au travail de la démocratie représentative, avec la proposition notamment d'une assemblée citoyenne du long terme, qui serait composée de citoyens et citoyennes tirés au sort, qui se prononcerait sur les grandes orientations structurelles prises par la région et sur la cohérence entre les décisions prises par la région et les intérêts du long terme, c'est-à-dire les questions de climat, de biodiversité et des intérêts des générations à venir. Ça veut dire que sur chacune des grandes délibérations du Conseil régional, il y aura avant une consultation citoyenne par ce panel tiré au sort. L'idée, c'est de créer une assemblée citoyenne du long terme, qui soit un organe qui soit sur l'ensemble de la durée de la mandature, qui soit indépendant du Conseil régional, dont l'indépendance soit garantie, par un comité de gouvernance, dont les décisions soient éclairées par un conseil scientifique et qui soit composé de 100 à 150 citoyens et avec avis consultatif de la société civile, avec avis consultatif, avec possibilité d'initier des référendums régionaux, avec avis consultatif, mais si la région rejette cet avis, il faut qu'elle puisse expliquer et argumenter en quoi elle rejette cet avis, et avec la possibilité pour ces citoyennes et des citoyens de porter aussi une ou plusieurs délibérations devant le Conseil régional. Et cette Assemblée citoyenne du futur, qui prendra en compte, comme le Conseil régional que je présiderai, c'est un engagement que nous avons pris, qui prendra en compte le principe de non-régression, c'est-à-dire le fait de ne jamais prendre de décision ou mettre en place de règlements qui soient moins ambitieux en termes de climat et de biodiversité que ce qui existe déjà. Cette Assemblée citoyenne du long terme, c'est un outil majeur de participation citoyenne. Et cette participation citoyenne, nous la mettons aussi dans notre campagne avec notre plateforme participative, qui est un outil de participation que j'invite l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui nous regardent auxquels je les invite à se saisir de cet outil. Par ailleurs, on va quand même à la rencontre des Franciliennes et des Franciliens. Alors, jusqu'à la semaine dernière, il était possible de tracter sur les marchés, qui est toujours un moment chaleureux, sympathique d'échange et de conviction, parfois. Aujourd'hui, je vais continuer à faire campagne en allant à la rencontre des associations, évidemment en petit comité, à distance, etc., à la rencontre des élus, à la rencontre des habitants, des Franciliennes et des Franciliens, mais sur des formats, entre guillemets, plus petits, évidemment, respectueux des mesures sanitaires. Dans quel état la droite va-t-elle laisser la région Île-de-France? Quel bilan Valérie Pécresse va laisser? Oh là, un bilan bien désastreux, en termes notamment de logement social, de politique de rénovation énergétique du logement, de construction de nouveaux logements sociaux. L'état des lycées est particulièrement déplorable. Le soutien aux associations qui luttent pour l'égalité femmes-hommes, pour l'accès des adolescents et des adolescentes aux moyens de contraception. Sur les sujets, elle avait promis la révolution des transports que beaucoup de Franciliennes et Franciliens attendent toujours. Elle ne cesse d'être martiale sur les questions de sécurité, de gestion de l'espace public, mais avec des résultats assez peu convaincants.
Je crois qu'il y a énormément à faire et surtout, il y a évidemment énormément à faire sur les questions de biodiversité, de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. On va y revenir. Encore une question sur Valérie Pécresse qui n'est pas franchement favorable à la métropole du Grand Paris. Pour elle, ça ne sert à rien, c'est ce qu'elle a dit dans la presse. Pour toi aussi, ça fait doublon avec la région Île-de-France ou est-ce que c'est compatible ou est-ce qu'il faut au contraire renforcer les prérogatives, les pouvoirs de la région Île-de-France? Je pense qu'il faut en tout cas beaucoup plus de concertation et de projets partagés entre la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. Je ne crois pas qu'il faille supprimer la métropole du Grand Paris, mais peut-être rationaliser un peu les relations entre les deux instances et peut-être aussi, c'est un débat, aligner le territoire de la métropole du Grand Paris sur celui de la région. Allez, les projets, les idées, c'est quoi les 3 grandes priorités, les 3 grands projets que tu portes? Mais je crois qu'on a déjà un peu la démocratie citoyenne. Allez, 2 autres. La gratuité des transports, évidemment, c'est une mesure particulièrement structurante de notre campagne. C'est une mesure qui fait parler. C'est une mesure qui, pour moi, est une mesure de justice sociale, une mesure de lutte contre les inégalités et une mesure de responsabilité à l'égard de l'urgence climatique. Vous savez, la transition écologique et solidaire, tout le monde en parle. L'écologie, tout le monde s'en réclame. Mais quand il faut entrer dans le dur, quand il faut faire des mesures qui changent vraiment nos modes de vie, nos modes de transport, nos mobilités, le type d'énergie à laquelle nous faisons appel, que nous utilisons, là, il y a beaucoup moins de monde. Nous, ce que nous proposons, c'est une mesure d'abord de pouvoir d'achat pour les plus démunis, pour les jeunes. Et d'ailleurs, l'idée de cette gratuité du transport qui sera progressive, on ne va pas la faire en une fois, en 24 heures, c'est à partir du 1er septembre, dès cette année, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans dans l'ensemble de l'Île-de-France et plus seulement à Paris, et la gratuité des transports pour les 18-25 ans, étudiants et demandeurs d'emploi. Dès septembre. Et au fur et à mesure des années du mandat, nous allons étendre cette gratuité à l'ensemble des publics. L'année prochaine, ce serait par exemple pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées avec des ressources limitées. C'est une mesure de pouvoir d'achat et c'est une mesure de justice sociale, puisque on sait bien que beaucoup, et singulièrement beaucoup de jeunes franciliennes et de franciliens, beaucoup de familles en difficulté en Île-de-France sont assignées à résidence. Elles n'ont pas forcément un véhicule pour se déplacer et elles n'ont pas forcément des moyens de transport en commun à disposition qui soient sûrs, réguliers et correspondent à leur mode de vie, mais surtout n'ont pas les moyens d'acheter un ticket à l'unité et encore moins les moyens de se payer un pass Navigo, c'est 350 € pour un jeune par an. Et là, il n'y a pas de versement de transport pour un jeune de moins de 18 ans. Ou pour un jeune de moins de 25 ans. Donc pour ces franciliennes et ces franciliens, il y a une assignation à résidence qui est évidemment injuste à beaucoup de titres. Et cette mesure de la gratuité des transports, c'est une mesure qui est aussi destinée, et avant tout destinée, à ces franciliennes et à ces franciliens, à ces familles qui voudraient pouvoir se déplacer ou voir leurs enfants pouvoir se déplacer à leur guise, ce qui est quand même un droit inaliénable de pouvoir se déplacer, de ne pas être assigné à son quartier, à sa ville, à son environnement immédiat. Et puis évidemment, c'est une mesure de transition écologique, de changement de nos comportements, de changement de nos modes de déplacement, qui ne peut pas être unique. C'est une mesure dans un ensemble, c'est-à-dire dans un ensemble qui est évidemment poursuivre l'investissement sur les transports en commun, parce que souvent on me dit oui, mais ça va être au détriment de l'investissement. D'abord, ce sont 2 choses séparées. Les recettes de la billetterie, c'est du fonctionnement. L'amélioration du réseau, c'est de l'investissement. L'investissement, nous n'y touchons pas et au contraire, nous voulons l'augmenter. Mais faire de la transition écologique et solidaire avec la gratuité des transports, ça veut dire aussi réfléchir à tout ce qui est multimodalité, c'est-à-dire améliorer le réseau vélo, améliorer les connexions entre différents modes
de transport, le réseau ferré, les bus, les tramways, inciter à la mobilité active qui est la marche pour des trajets de quelques centaines de mètres, plutôt que d'utiliser systématiquement sa voiture, mettre en place des parkings pour que les gens soient incités à déposer leur voiture à la gare et prendre le train pour se rendre au travail, et aussi favoriser d'autres types de mobilité pour celles et ceux qui ne pourront pas ne pas utiliser la voiture, c'est-à-dire favoriser le covoiturage ou l'autopartage. Donc c'est une vision globale qui s'accompagne aussi, et j'en termine, pardon, d'une réflexion sur les horaires de travail, la pendularité des horaires de travail. Est-ce que tout le monde doit arriver au bureau au même moment et tout le monde doit repartir du bureau au même moment? Est-ce que on ne peut pas imaginer, aujourd'hui je pense qu'on peut l'imaginer, 1 à 2 journées par semaine de télétravail qui soulagerait la fréquentation des transports? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des quartiers de gare mieux développés, mieux organisés pour rapprocher le domicile du lieu de transport en commun? Tout ça, ça s'imagine de façon globale et non avec uniquement une mesure. Très rapidement, ça a un coût évidemment. Qui est-ce que tu mets à contribution? C'est les entreprises? Les entreprises sont déjà mises à contribution. Bien sûr, mais ça veut dire qu'elles seront d'autant plus mises à contribution. Non, les entreprises sont déjà mises à contribution avec le versement transport. Ce sur quoi on réfléchit, c'est à une taxation de l'e-commerce qui évidemment explose avec des incidences sur l'environnement qui sont extrêmement dommageables, et une taxation sur les transports les plus polluants. Pour cela, il faut qu'on passe par une fiscalité régionale. Ça tombe bien, la nouvelle loi climat, qui est quand même assez déprimante sur son contenu prévoit au moins que les régions puissent décider d'une fiscalité environnementale. Et puis j'incite à la tenue d'assises régionales de la fiscalité, ou plutôt d'assises de la fiscalité régionale pour être plus précise, parce que cette question d'une fiscalité régionale dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la préservation de l'environnement, c'est une revendication qui est forte dans plusieurs régions de France et pas seulement dans le programme d'Île-de-France en commun. Dans les autres priorités de ton programme, il y a la question écologique, tu l'as dit. Bien sûr. Ça, c'est déjà de l'écologie. Hein. C'est déjà de l'écologie, c'est ce que tu viens de dire, effectivement. Il y a d'autres points sur lesquels tu insistes dans ton programme. Tu es aussi, toi-même, de par ton parcours, très longtemps sensibilisé à la question écolo. Tu as été la présidente de la Fondation de l'Homme et de la Nature et de l'Homme. La Nature et l'Homme. FNH, Fondation FNH. Nicolas Hulot, Nature et Homme. Il y a un sujet qui, à gauche, semble faire débat justement sur cette question-là, c'est le triangle de Gonesse. Beaucoup à gauche et chez les écologistes demandent le retrait de ce projet de construction d'une gare sur des terres agricoles. Toi, précisément, qui est sensible à ces questions d'agriculture urbaine et d'écologie, tu maintiens ce projet? Alors, c'est de l'agriculture, c'est pas seulement de l'agriculture urbaine, c'est vraiment de l'agriculture tout court. Ce débat, c'est la même chose que ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que c'est le bien, le mal, oui, non. Les choses sont un peu plus compliquées que ça, la vie est un peu plus compliquée que ça. Premièrement, je suis évidemment, je l'étais et je le demeure, totalement opposée au projet EuropaCity tel qu'il était imaginé, qui est maintenant repoussé, mais à toute déclinaison de ce projet avec cet esprit selon lequel on pourrait lancer sur cette zone une urbanisation telle qu'elle était imaginée. Ça, c'est clair. Là, pour le coup, c'est non. Après ma réflexion que je mène avec plusieurs personnes, des citoyens justement et citoyennes engagés, des spécialistes de la question, des élus locaux, des associations, c'est se poser la question de l'ambition du projet. Nous, ce qu'on porte et que nous allons faire connaître quand nous estimons que nous sommes prêts et que notre proposition est inattaquable, nous, ce que nous portons, c'est l'idée d'une transformation, non seulement du triangle de Gonesse, mais au-delà de l'ensemble du territoire, pour faire du Val d'Oise, en plus des atouts qu'il a déjà. Est-ce que vous savez par exemple que le Val d'Oise est le département leader en matière de fabrication de robots en Île-de-France? On ne le sait pas. C'est un département qui a déjà beaucoup de qualités. Mais en faire en plus
le département leader de la transformation de l'agriculture francilienne. Un département leader en matière d'agroécologie, d'agroforesterie, d'enseignement et de pédagogie des métiers de la transition écologique. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est pas, effectivement, tu as dit, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est qu'il y a la possibilité de faire un projet un peu intermédiaire qui concilie à la fois la question agricole et la question de l'investissement et de... Et la nécessité... De la dynamique économique, finalement. Oui, même si le projet agricole, il peut être un projet, il sera un projet de dynamique économique, mais il y a une nécessité aussi, et qu'il faut entendre, pour les populations du nord-est francilien, d'avoir des dessertes qui soient cohérentes avec justement nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Je ne suis pas en train de vous dire on va faire la gare ou on ne va pas faire la gare. Je suis en train de vous dire on réfléchit à un projet qui soit essentiellement d'agroécologie, d'agroforesterie, de préservation de l'environnement, de la biodiversité, de soutien des agriculteurs et de soutien des métiers de l'agriculture et de la transition écologique et solidaire, un projet d'incubateur de nouveaux acteurs de la transition écologique et solidaire, de l'alimentation durable, des circuits de proximité. Il faut pouvoir le relier, ce projet, au projet de Mines Nord, on parle de Rungis Nord, qui serait consacré aux circuits courts et de proximité. Il faut pouvoir le relier aussi à des zones environnantes qui tombent en décrépitude ou qui sont isolées et sur lesquelles on peut penser à du renouvellement urbain. Donc il ne s'agit pas de dire pour ou contre la gare, il s'agit de dire quel est le projet avec lequel on arrive et après, est-ce que la gare s'intègre dedans? Mais ça ne sera pas de toute façon une gare telle qu'elle est imaginée aujourd'hui. Ça ne sera pas une gare, si on retient la gare à la fin, qui amène ce qu'elle était censée amener aujourd'hui. Et par ailleurs, je signale juste que c'est une décision qui relève de l'État et que le projet, il continue. Le tunnel, la gare de Gonesse, c'est pas un terminus, hein, c'est une station. Donc de toute façon, qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, le tunnel, il est construit en dessous. Non, et les travaux... Mais demain, tu es présidente de région, qu'est-ce que tu fais sur ce projet? C'est quoi le calendrier? Tu mets tout le monde autour de la table, tu réunis tout le monde? On est en train d'élaborer tout ça, justement. Autre sujet que Regard a suivi, c'est la question de la raffinerie Grand Puy. Une bataille locale pour maintenir la seule raffinerie en Île-de-France. Plusieurs associations, des collectifs soutiennent cette mobilisation, dont d'ailleurs le collectif Plus Jamais Ça, avec Greenpeace, Oxfam, la CGT et bien d'autres organisations. Qu'est-ce que tu penses de cette mobilisation ? Je pense qu'elle est symptomatique de ce qui change aujourd'hui, de ce que veut dire transition écologique et solidaire et pourquoi on parle de transition, pourquoi on parle d'accompagnement, pourquoi Nicolas Hulot, en 2017, en arrivant au gouvernement et puis après avec Laurent Berger, parlait de ces contrats de transition qu'il nous fallait mettre en œuvre. Aujourd'hui, sur un site comme celui-là, demain dans l'industrie automobile, après-demain dans l'industrie du nucléaire, parce qu'il va bien falloir qu'on en sorte un jour. Qu'est-ce que tu dis aux salariés qui sont en grève depuis plusieurs semaines maintenant, si demain tu es président de la région? Ce que je leur dis, c'est qu'évidemment, il faut qu'on accompagne la transition. On sait que c'est-à-dire qu'avant de fermer, on crée une transition vers de nouveaux emplois. Exactement. On accompagne la transition, on crée une transition vers de nouveaux emplois et on réfléchit à la reconversion du site. Qu'est-ce qui te distingue de tes concurrentes de gauche? Mediapart parle de toi comme la candidate de la sociale écologie, de Julien Bayou comme le candidat de l'écologie sociale et de Clémentine Autain comme la candidate de l'insoumission écologique et sociale. Qu'est-ce qui vous distingue tous les trois finalement? Alors d'abord, ce ne sont pas des concurrents. Ce sont adversaires politiques. Ce ne sont pas des adversaires, ce ne sont pas des concurrents. Ce sont des listes de gauche. Nous avons 3 listes de gauche qui portons des idées de gauche, qui portons des idées écologistes, et ça élargit le périmètre du débat et ça met les idées de la gauche écologiste à l'agenda, au programme, et ça les rend incontournables. Donc c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Je ne sais pas ce que c'est la sociale écologie. Je connais l'écologie sociale et je me réclame de l'écologie sociale. C'est-à-dire de faire en sorte de concevoir qu'aucun programme de transition écologique ne peut se faire si ce n'est pas d'abord un programme de lutte contre les inégalités, donc un programme de justice sociale, et penser la justice sociale aussi à travers l'écologie. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, ce sont des phénomènes qui amplifient les inégalités, qui touchent d'abord les personnes qui ont moins, qui touchent d'abord les plus démunis. Donc, vouloir combattre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, c'est avant tout, selon moi,
un combat de justice sociale, un combat au service des plus démunis et un combat contre les inégalités. Donc l'un ne va pas sans l'autre, mais je mets les deux au même niveau et je considère que c'est de l'écologie sociale de transformation de la société. C'est ce que je porte en tout cas, avec plusieurs partis de gauche, avec des citoyens et des citoyennes engagés. Quant à Clémentine Autain et Julien Bayou, puisqu'il s'agit d'eux, je regarde leur campagne, leurs propositions, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je ne doute pas qu'un jour, nous nous retrouverons pour discuter. Julien Bayou, justement, t'a tendu la main, ainsi qu'à Clémentine Autain. Un accord de premier tour, il est encore possible ? Je ne sais pas si un accord de premier tour est encore possible. Il vous a appelé à vous mettre autour d'une table. Est-ce qu'il y a des dates de prévues ? Oui, non, peut-être. Non, il n'y a pas de date de prévue. Oui, non, peut-être. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je te dis ça ? Elle est insincère, la proposition de Julien Bayou ? Ça, c'est toi qui le dis. Non, j'ai lu dans la presse comme tout le monde ce que tu as pu dire de cette proposition. Et effectivement, on a le sentiment que, et toi et Clémentine Autain, on a le sentiment que vous interrogez la démarche de Julien Bayou, qui a été un des premiers à dire qu'il était pour une autonomie au premier tour, et que du jour au lendemain, parce qu'il y a peut-être eu un accord dans le Nord qui a donné des signaux qu'un désaccord possiblement était envisageable partout en France. Alors, je ne prétends pas savoir ce qui se passe dans la tête de Julien Bayou. Mais tu appelles de TV, est-ce que cette réunion ait lieu ou pas ? Je pense que l'urgence n'est pas là. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est d'écouter les Franciliennes et les Franciliens, que nous sommes dans une situation de crise sanitaire et de désespoir. Vous savez, entre les questions de dépression des adolescents ou des enfants. Vous voyez, des enfants de 7 à 12 ans veulent se suicider dans notre pays et que ça n'est pas anecdotique, que ça devient un phénomène inquiétant. Ce matin encore, un chiffre, plus de 30% des personnes qui sont en télétravail sont en situation de dépression. Elles étaient 21% il y a quelques mois. Ça, ce sont des problèmes très réels, très prégnants, très urgents. Les inquiétudes des jeunes mobilisés dans les théâtres, et des moins jeunes d'ailleurs, mais il y a essentiellement des jeunes, mais pas que, les inquiétudes des Franciliennes et des Franciliens, alors qu'on a 1 million de chômeurs en plus dans le pays et qu'on a quasiment autant de personnes en plus en situation de grande précarité, les inquiétudes des Franciliennes et des Franciliens par rapport à la dégradation de leur situation, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça qui me guide. Les questions d'appareil politique, de tractation électorale, de qui fait quoi, dans quelle position, je pense que c'est vraiment pas la priorité. L'objectif, c'est de gagner. L'objectif, c'est de gagner. L'objectif, c'est de se débarrasser de la droite de Valérie Pécresse et de LREM d'ailleurs, qui aujourd'hui gouverne l'Île-de-France. Ça veut dire qu'au second tour, comme tu le disais, tu l'as dit il y a quelques instants, tu imagines que justement vous saurez vous retrouver. Ça veut dire qu'au second tour, comme le dit Clémentine Autain, quel que soit le candidat de gauche arrivé en tête, il faudra tout mettre en œuvre pour rassembler la gauche et les écologistes. Il faudra tout mettre en œuvre pour rassembler la gauche écologiste, parce que c'est pas la gauche et les écologistes. Parce que la gauche est écologiste et toute la gauche n'est pas écologiste. Mais en tout cas, la gauche qui est sur ma liste et je pense la gauche de Clémentine Autain, celle de Julien Bayou, sont des gauches écologistes. Ouais. Donc rassemblement au second tour. On verra. C'est ce que je souhaite en tout cas. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que nous trouvions, le chemin. Mais on verra. J'ai une dernière question, Audrey Pulvar. Tu es d'accord avec ce qu'il se dit autour de ces 3 candidatures dont on vient de parler, que c'est le match national pour 2022 qui se joue à travers ces candidatures, ce qui se joue en la personne de Clémentine Autain, de Julien Bayou et de toi-même, c'est le match à la présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo? Mais en fait, ma préoccupation, c'est les élections de 2021. C'est les élections de juin 2021. Avant l'élection de 2022, il y a l'élection de juin 2021. Et je suis candidate à la présidence de la région. Donc, c'est ce que pensent les Franciliennes et les Franciliens qui m'intéressent. Et je pense que le match, si c'est un match de 2022, il viendra après. Mais d'abord, il y a les élections de juin 2021. Tu fais de la politique aujourd'hui. Tu sais très bien que les résultats des élections régionales auront forcément un impact sur le plan national. Raison de plus pour se concentrer sur juin 2021 et ne pas tirer de plan sur la comète pour 2022. Mais Anne Hidalgo est quand même ta candidate. Oui, bien sûr. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi.